et messieurs, bienvenue sur Gabon 24. L'interview de Gabon 24 reçoit le docteur Roméo Adebikté. Il est médecin, chercheur, épidémiologiste et infectiologue. Bonjour docteur. Bonjour madame. Nous sommes toujours dans le cadre du 8e congrès de la Société africaine de pathologie infectieuse et les maladies non transmissibles s'invitent également à ce congrès et il va nous en parler dans les détails. Bienvenue encore, docteur. Merci, tout le plaisir est le mien de pouvoir participer à ce plateau et j'espère que vos téléspectateurs vont aimer. Alors, c'est quoi une maladie non transmissible, docteur? Alors, une maladie non transmissible, c'est pour faire une comparaison à cette grande famille des maladies transmissibles que nous connaissons. Donc, pour des raisons de définition, on classe les maladies en deux groupes. Les maladies dites transmissibles et des maladies non transmissibles. Donc une maladie non transmissible, comme on peut le deviner, c'est une maladie qui ne se transmet pas d'un sujet à un autre. Ce n'est pas dû au fait qu'un agent pathogène se transmet d'un patient à un autre. Donc quand vous avez par exemple l'hypertension artérielle, vous l'avez pour vous seul, vous ne pouvez pas le transmettre à quelqu'un d'autre. Par contre, quand vous avez par exemple le VIH-Sida, vous pouvez le transmettre à quelqu'un d'autre. Donc, la maladie non transmissible, c'est cette maladie qui ne se transmet pas d'un sujet à un autre. Alors, il y a 3 maladies qui reviennent au fur et à mesure. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, l'hypertension artérielle, le diabète et il y a également l'hépatite B. Peut-être nous en dire plus sur ces 3 familles de maladies? Oui, déjà, ce n'est pas les mêmes classes de maladies. Quand vous prenez par exemple l'hypertension artérielle qui aujourd'hui est considérée par certains comme maladie mais également comme un facteur de risque, fait beaucoup plus partie de cette grande famille des maladies cardiovasculaires ou si on veut des facteurs de risque cardiovasculaires, l'hypertension artérielle qui est simplement liée au fait que le sujet a une tension artérielle de façon chronique élevée par rapport à la valeur normale qui est normalement inférieure à 140 pour la systolique et inférieure à 90 pour la diastolique. Alors donc quand le sujet a une pression artérielle élevée pendant longtemps, on dit que ce sujet a une hypertension artérielle. Et aujourd'hui, on pense que c'est un facteur de risque qui fait le nid à beaucoup d'autres maladies cardiovasculaires et en l'occurrence les AVC, encore définis sous forme d'accident vasculaire cérébral, en l'occurrence les myocardiopathies, c'est-à-dire les pathologies liées directement au cœur, et en plus la dernière partie, ce sont les pathologies liées directement au vaisseau. Selon des études de l'OMS, il est dit que l'hypertension artérielle est un tueur silencieux, le diabète aussi. Quel est le lien qu'on peut faire entre ces 2 maladies? Oui, tueur silencieux, et le mot n'est pas mal choisi, tout simplement parce que vous pouvez avoir l'hypertension artérielle sans vous en rendre compte. Et généralement, pour nos consultations et pour nos sensibilisations, nous avons pour l'habitude d'informer nos patients que quand vous commencez par avoir des signes, quand vous commencez par exemple par avoir des céphalées, quand vous commencez, céphalées c'est les maux de tête, hein, quand vous commencez par avoir du vertige, quand vous commencez par avoir de bourdonnement d'oreilles, en réalité, vous n'êtes plus là en train de faire des signes d'une hypertension artérielle, vous êtes probablement déjà en train de faire une complication. Donc, généralement, vous avez une hypertension artérielle, ça passe sous silence. Comparativement, par exemple, au paludisme, vous ne pouvez pas avoir le paludisme sous silence. Vous allez, après un certain nombre de temps, commencer par avoir la fièvre, vous n'aurez plus l'appétit. Donc, du coup, vous allez consulter et un agent de santé pourra vous mettre le traitement pour arrêter la saignée. Mais dans le cas de l'hypertension artérielle, dans le cadre du diabète, vous ne saurez pas parce que les signes surviennent généralement à la phase tardive. C'est seulement quand vous allez consulter de façon hasardeuse que le médecin ou l'agent de santé pourrait attirer votre attention sur le fait que vous avez une hypertension artérielle ou que vous avez le diabète. Vous faites bien de le relever. On n'a pas toujours la culture de se rendre systématiquement chez le médecin quand on va bien. Quel est aujourd'hui le mécanisme pour se lever un bon matin? Je n'ai pas de signe, mais je vais quand même voir le médecin. Alors, ce n'est pas une question aussi facile et je ne voudrais pas rester dans la routine qui consiste à systématiquement condamner la population du fait qu'on ne
réalisent pas de bilan de santé régulier. Je suis sûr que vos téléspectateurs ont déjà l'habitude de ce discours. Le problème est d'abord éducationnel et aussi économique. Pour pouvoir consulter spontanément un agent de santé ou un médecin, il faut avoir le pouvoir d'achat en griffe. Mais ce que je pourrais dire à nos chers téléspectateurs et à la population, c'est de se dire qu'investir sur la prévention coûte moins cher que le curatif. Parce que vous le voyez ou pas, quand la maladie survient, ce que vous aurez à dépenser vous reviendrez plus cher que ce que vous devez mettre pour la prévention. Donc, c'est de se dire, chaque matin je mange, chaque matin je dors, je m'organise pour qu'une fois ou chaque 2 ans, en fonction de mes moyens, je mets de l'argent de côté pour pouvoir voir, ne serait-ce qu'un agent de santé du quartier, pas forcément le médecin si ça vous revient très cher, un agent de santé du quartier pour vous prendre votre tension artérielle, pour vous faire une glycémie capillaire qui, déjà avec 500 francs, 1000 francs, vous pouvez réaliser. Donc, c'est d'abord dans l'éducation et après dans notre culture de se rendre compte que nous devons penser à investir dans la prévention plutôt que d'attendre que la maladie. Investir dans la prévention, c'est-à-dire soigner son alimentation, veiller à faire une activité physique, mais encore. Et oui, quand on parle de la prévention, et je suppose que vous êtes beaucoup plus là en train de lister tout ce qui est lié à la prévention pour éviter la survenue de ces maladies non transmissibles. Oui, les activités sportives, soigner son alimentation. Et en gros, c'est de se dire que tout ce que nous faisons chaque jour contribue à améliorer ou à aggraver notre état de santé. Encore une fois, je ne voudrais pas répéter tout ce que nos frères, la population sait déjà. Nous savons qu'il faut bien manger, nous savons qu'il faut faire des activités sportives. Ce qui reste à faire maintenant, c'est de dire à chacun que nous sommes d'abord maîtres nous-mêmes de notre santé avant que nos médecins, nous venons agir pour pouvoir consolider ce que vous avez fait. Donc chacun, chaque matin quand il se lève, doit d'abord penser à sa santé. Et donc du coup, faire des activités sportives devient une routine. Sélectionner les repas devient quand même une rigueur qu'on se donne soi-même. Alors, quel est le rapport entre les maladies infectieuses et non infectieuses? Alors, vous abordez quelque chose de très fondamental qui fait objet aujourd'hui de beaucoup d'activités de recherche et c'est d'ailleurs notre domaine. En fait, il faut comprendre que le corps humain n'est pas comme un ordinateur qui est partitionné en disque D ou disque C. C'est un global. C'est vrai que pour des raisons de définition, nous mettons à part les maladies transmissibles et les maladies non transmissibles, en l'occurrence les maladies infectieuses par exemple, qui sont les maladies transmissibles et les maladies non transmissibles comme le diabète, les cancers, l'hypertension artérielle. Il y a certaines maladies infectieuses qui augmentent le risque de survenue des maladies non transmissibles. Je vous donne un exemple banal. Il y a un cancer chez les femmes, le cancer du col de l'utérus, qui est associé quand même à la présence antérieure d'un virus qu'on appelle le human papillomavirus. Donc ça, c'est un premier lien entre une maladie infectieuse et le cancer. Le cancer du foie, par exemple, qui est lié à l'hépatite, qui peut être lié à l'hépatite B chronique ou à l'hépatite C, c'est également la preuve que certaines maladies infectieuses peuvent faire le lit pour les maladies non transmissibles. Mais ce que je voudrais dire, et ça c'est beaucoup plus pour nos collègues agents de santé du point de vue recherche et santé publique, c'est qu'aujourd'hui, pour toutes les fois où nous avons la chance de recevoir un patient qui veut consulter pour une maladie infectieuse, nous ne devons pas laisser l'opportunité de dépister les maladies non transmissibles. Parce que le malade qui tousse, le malade qui fait la fièvre, va vite venir consulter. Et c'est nous, notre devoir maintenant en tant qu'agent de santé, de dire oui, vous êtes venu parce que vous avez le paludisme, mais je vous propose de vous faire une glycémie capillaire pour vérifier si vous n'avez pas. Est-ce que la question du pouvoir d'achat ne revient pas à la charge? Pas vraiment. Moi, quand je reçois en consultation une maman du marché, vous savez, la population n'est pas aussi négligente que ça. Hein. C'est en fonction du discours calme que nous menons avec nos patients qui se décident. Quand je parviens à lui expliquer, écoute, tu es venu pour une fièvre, mais je te propose de faire une glycémie. Et que je montre ma bonne foi. Pour faire une glycémie, je n'ai pas besoin de beaucoup de moyens. Je peux déjà commencer avec une glycémie capillaire et c'est à 1000 fois. Si le patient sent que le médecin n'est pas là pour le gruger, il ne propose pas des examens parce qu'il veut remplir sa caisse, il le fera. Et commencer déjà par une glycémie capillaire, je vous assure tout que ça peut sauver la vie de quelqu'un.
Alors maintenant, vous avez fait lors de votre allocution le lien voilà, entre les maladies non transmissibles et les maladies infectieuses. Qu'est-ce qui peut aujourd'hui se dégager à ce 8e congrès en termes de pistes de solutions? Alors, vous me donnez l'opportunité de parler publiquement d'une de nos publications et travaux que nous avons réalisés au Centre de recherche médicale de Lambaréné sur nos patients qui viennent consulter pour la tuberculose. Eh bien, on s'est rendu compte qu'on s'est focalisé pendant longtemps sur la tuberculose seule et on a oublié derrière un certain nombre de maladies comme par exemple le diabète. Et donc, du coup, nous avons décidé systématiquement de dépister le diabète chez nos patients qui viennent consulter pour la toux, qu'ils aient la tuberculose ou pas. Et on s'est rendu compte, tenez-vous bien tranquille, que la prévalence du diabète chez les personnes qui viennent pour la tuberculose dans notre cohorte d'environ 300 malades était de 12%, ce qui est largement au-dessus de la prévalence du diabète dans la population générale. Alors donc, du coup, nous sommes actuellement en train de défendre ce concept de l'OMS qui consiste à intégrer le dépistage des maladies non transmissibles dans la prise en charge des maladies infectieuses. Moi, je suis infectiologue et épidémiologiste de formation. Et après, on n'a pas besoin de beaucoup de formation avant déjà de faire le dépistage des maladies non transmissibles, quitte à ce qu'après, maintenant pour la prise en charge, nous passons la main à nos collègues qui s'en occupent, soit le cardiologue, l'endocrinologue et puis j'en passe. En guise de mot de fin? En guise de mot de fin, c'est déjà de vous dire merci pour l'opportunité que vous nous donnez de parler à la population. Et si je dois m'adresser à la population, vous savez, nos médecins nous invitons aujourd'hui à rester beaucoup plus dans la prévention plutôt que du curatif. Nous voulons une population qui se porte bien pendant longtemps et pour ça, vous avez besoin de nous aider en pensant chaque matin à votre santé. Et dès que vous allez consulter pour n'importe quelle maladie à l'hôpital, n'hésitez pas à demander à votre médecin ou infirmier, est-ce que docteur, vous pouvez me prendre la tension artérielle? Est-ce que vous pouvez me contrôler ma glycémie? Est-ce que vous pouvez me faire un bilan rénal? Si vous n'avez pas l'argent sur vous, qui vous dise combien cela vous coûterait et vous allez mettre de l'argent de côté pour pouvoir le faire parce que la santé n'a pas de prix. Merci, docteur Roméo Adébité. Je rappelle que vous êtes médecin-chercheur, épidémiologiste et infectiologue. C'est sur ces propos du docteur que nous refermons l'interview de Gabon 24. N'oubliez surtout pas que prévenir vaut mieux que guérir. À bientôt.